Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur LCA. Dans les titres ce soir, passe d'armes entre Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, les deux favoris du double scrutin de ce lundi au Ghana, dans l'attente des résultats globaux provisoires. Pas moins de 60 incidents à caractère de violence post-électorale ont été enregistrés au Ghana. Nous en parlerons dans cette édition. Le président du Faso à Banfora pour la célébration du 11 décembre, Roch Kaboré avait quitté Ouagadougou hier pour l'événement, un événement qui d'ailleurs crée la confusion chez certains citoyens avec deux dates différentes. Leur réaction à suivre dans ce journal. Et puis nous parlerons également de ce triste sort des soldats nigérians face aux djihadistes dans le nord-est du pays. 10 soldats nigériens tués, un pris en otage, les détails à suivre. Bonsoir une fois encore et bienvenue au journal sur LCA. La situation se tend au Ghana alors que le pays attend toujours la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. La publication des premiers décomptes de l'élection a donné lieu à une passe d'armes entre les deux candidats favoris. La commission électorale a publié les résultats partiels qui donnent John Dramani Mahama en tête devant Nana Akufo-Addo. Le ton s'est aussitôt durci mardi soir alors qu'une rumeur circulait sur les réseaux sociaux sur le fait qu'il aurait concédé sa défaite. John Dramani Mahama a prévenu qu'il résisterait à toute tentative de vol du scrutin, accusant le chef de l'État sortant d'être antidémocratique. Il a par ailleurs revendiqué la victoire de son parti aux législatives. Les services de sécurité ghanéens ont enregistré pas moins de 61 incidents électoraux, post-électoraux sur l'ensemble du territoire entre le lundi 7 et ce mercredi 9 décembre. Des violences ont éclaté dans plusieurs régions du pays, dont certaines ont donné lieu à des échanges de tirs, a alerté la National Election Security Task Force, NESF, en charge de sécuriser le processus électoral au Ghana. Nous revenons au Burkina Faso pour parler du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Déjà hier, le président du Faso a pris la direction de Banfora où se tiendront les festivités cette année. Roch-Marc Christian Kaboré a fait une escale à Bobo-Dioulasso ce mardi avant de poursuivre son chemin ce mercredi vers Banfora. Les détails avec Paul Miki Rwamba. Parti de Ouagadougou hier mardi avec pour destination finale la ville de Banfora dans la région des Cascades, le président du Faso a fait une escale dans la deuxième ville du Burkina Faso. À Bobo-Dioulasso, Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli depuis l'aéroport avec les honneurs dus à son rang de chef d'État en exercice. Le département de la communication de la présidence du Faso nous apprend que le séjour bobolais du chef de l'État burkinabé ne va durer que quelques heures, car ce mercredi déjà, Roch-Marc Christian Kaboré poursuit son chemin vers Banfora. Là-bas sur place dans la région des Cascades, le chef de l'État va sans doute mettre à profit son séjour pour les audiences et surtout peaufiner la préparation de la cérémonie officielle de commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui a lieu ce vendredi 11 décembre 2020. Et comme chaque année, le chef de l'État va présider le défilé civilo-militaire après avoir fait la revue des troupes. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso est commémoré cette année à Banfora sous le thème cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Et comme vous pouvez le voir, le Burkina s'apprête à célébrer la grande pompe, le 60e anniversaire de son indépendance le 11 décembre prochain. Mais il y a toujours cette confusion entre la date du 5 août, véritable date d'anniversaire de Burkina Faso, et le 11 décembre qui renvoie en réalité à la date de proclamation de la République. La jeune génération connaît-elle cette différence entre ces deux dates? Notre équipe a promené ses micros auprès des étudiants de l'université Joseph Kizerbo ce mercredi 9 décembre 2020. Voici la synthèse des réactions avec Constantin Sieda, Hassanatou Traoré, Stéphanie Ouattara et Aurélia Minongo. 11 décembre 1958, 5 août 1960. Des dates historiques qui jusque-là ne cessent de créer des confusions dans l'esprit de certains Burkinabés.
Pour ces étudiants que nous avons rencontrés à l'université professeur Joseph Kizerbo, l'amalgame se fait encore sentir. Souvent, on attend souvent qu'il y a une fête le 11 décembre. Bon, je ne sais pas pourquoi on a... Sinon, on sait que la date, c'est 5 décembre. On ne sait pas pourquoi on a ramené ça à 11 décembre. 5 1960, c'est la proclamation de la République de Haute-Volta. En tout cas, je connais les deux dates, mais je ne connais pas exactement la différence parce que je sais que le 5 août, c'est la proclamation de l'indépendance. Mais je ne sais pas pour quelles raisons on poussait les gens à déplacer la date là, amenée au 11 décembre. Si ces derniers ont du mal à cerner ces deux dates, ce n'est pas le cas pour ce second groupe qui a une idée claire de ces dates mémoriales de notre pays. Et le 5 août, c'est la date de la proclamation de l'indépendance du Burkina. Et le 11 décembre, c'est le 11 décembre 1958 que le Burkina est devenu une république. Il y a une différence entre indépendance et république. Le 11 décembre 1958, le Burkina est devenu une république. Et le 5 août 1960, que le pays est devenu indépendant. Donc il y a une différence fondamentale entre les deux. Mais ils ont préféré prendre ça, fêter l'indépendance le 11. Le 5 décembre, c'est l'indépendance du Burkina. Le 5 août 1960. C'est l'indépendance du Burkina. Et le 11 décembre, c'est la proclamation de l'indépendance du Burkina. En fait, c'est le 5 août là qui est normalement la proclamation de l'indépendance de notre pays, du Burkina Faso. Mais le 11 décembre, c'est une date conventionnelle que l'État a choisie et que, à chaque 11 décembre, on dit que c'est la fête de l'indépendance. Mais en principe, c'est le 5 août là qui est capital, et surtout les anciens, quand le 5 août arrive, ils se rappellent du jour où ils ont proclamé l'indépendance du pays. En rappel, le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale est placé sous le thème principal « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19 ». Il se tient à Banfora, dans la cité du paysan noir. Ça, c'est dans le traditionnel. Des sites touristiques du Burkina Faso afin d'accroître leur visibilité, c'est l'objectif assigné à ce nouvel événement dénommé Dassandaga de Laongo, dont la première édition se tiendra du 17 au 20 décembre 2020. L'événement se tiendra sur le site de sculpture sur granit de Laongo. L'annonce a été faite ce mercredi 9 décembre 2020 par l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, lors d'un déjeuner de presse tenu à cet effet. Les précisions avec Bassirou Sawadogo et Mamadou Souare. Du 17 au 20 décembre prochain se tiendra sur le site de sculpture sur granit de Laongo le premier Dassandaga. Cette initiative de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB a pour objectif de promouvoir les sites touristiques du Burkina en faisant accroître leur visibilité. Quels sont les contours du Dassandaga et du site de Laongo? Pour ceux qui visitent Lango, vous allez voir qu'il y a un village qui partage un mur mitoyen avec le deuxième site de Tambi-Yargo, signe ensemble la merveilleuse trouvaille de promotion de sites de sculpture sur granit de Lango. Il s'agit, pour cette ingénieuse idée apportant une visibilité du site, d'organiser un Dassandaga. Je m'attarde un peu sur ce mot, un Dassandaga, pour ceux qui sont coupés de notre canal et qui sont aussi nos frères. Ça veut dire que le signifié de ce mot n'est pas facilement accessible à tous, mais ça veut dire simplement un marché particulier, tant dans sa forme que dans son contenu, qui va se tenir du 17 au 20 décembre sur le site. Quel sera l'apport de cette première édition du Dassandaga en termes de plus-value dans le secteur touristique burkinabé? Cette activité permettra de promouvoir le site et d'accroître son taux de visite en suscitant des relais au sein de la population d'une part et d'autre part de participer au développement économique de la région. De plus, elle vise quelque chose de très important, la cohésion sociale des peuples, notamment ceux des communautés des 8 villages qui partagent le site.
on dit le site de Lango, mais vous allez voir qu'il y a 8 villages qui sont tout autour du site. Et pour nous, il y a la nécessité de trouver un cadre festif, soit-il, qui va rapprocher ces 8 communautés-là, parce qu'il y va de la promotion touristique de ce site majeur. Ce projet qui vient de naître vise à long terme l'institutionnalisation du 21 de Laongo. Autrement dit, un jour viendra où le site prendra rendez-vous avec son public chaque 3 semaines. Pour l'atteinte des objectifs fixés, plusieurs activités vont couronner ce premier d'Assandaga. Pour l'atteinte des résultats que nous souhaitons avoir, voilà des axes principaux qui sont déclinés sous forme de programme. On l'a vu dans le spot. Il y a une foire locale ou une rue marchande en plein air dédiée au commerce spécialisé des produits du terroir. Il y a une course cycliste pour interpeller sur les vertus de la pratique des activités sportives. Il y a un panel de 3 communications en rapport avec les objectifs de l'événement. Il y aura les visites guidées du site en marge des festivités. Bien entendu, on organise l'événement pour attirer les visiteurs vers le site et il est prévu des espaces où ceux qui vont venir pourront visiter les centaines d'œuvres qui sont l'expression de toutes les communautés mondiales au niveau du Burkina. Le site de sculpture sur granit de Laongo est situé à quelques encablures de Ziniaré dans le plateau central. En 2017, le site a reçu 6 900 visiteurs, un chiffre qui, de l'avis des responsables de l'Office national du tourisme burkinabé, doit accroître. Et la tenue de cette première édition du Dassandaga s'inscrit dans cette dynamique. Le RENLAC a organisé sa 15e journée de lutte contre la corruption. C'est mardi 8 et mercredi 9 décembre au Sénasa sous le thème « Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières ». Plusieurs thématiques ont meublé ces différentes communications, dont entre autres l'impact de l'exploitation minière sur le développement des collectivités locales ou encore ressources minières, que gagne le Burkina, que perd le Burkina. Plus de précisions sur ces différentes communications avec Achille Ouedraogo et Diridev Kodo. Pour cette 15e journée nationale du refus de la corruption, le réseau national de lutte anticorruption met l'accent sur la transparence dans le domaine des mines. Au deuxième jour consacré aux communications, la problématique de la corruption dans le secteur minier a été largement abordée par les communicateurs. Au sein des sociétés minières, les questions de corruption ou de présomption de corruption et les mauvaises pratiques sont très nombreuses. On a trouvé que le secteur minier est un secteur opaque. Et dans l'opacité, s'il y a l'opacité, c'est qu'on veut cacher des choses. Et nous savons aussi par expérience que la corruption aime l'obscurité. Donc nous sommes particulièrement contents que vous mettez les projecteurs sur ce que nous faisons parce que ça permettra d'avancer. Deuxième des choses, vous savez que les mines, il y a l'attribution des titres de recherche et l'attribution donc des titres d'exploitation. À ce niveau déjà, nous avions noté qu'il y avait des présomptions de corruption. Parce que c'est réglementé. Normalement, si vous avez droit à un titre, il y a des conditions. Et si vous ne respectez pas les conditions, il faut retirer. Et nous avons hier été réjouis, nous sommes tous réjouis de ce qui s'est passé avec Tambao. Mais il faut pas laisser le bon exemple à un seul. Il y a d'autres cas où chaque jour quand vous lisez un journal, vous apprenez que tel opérateur dans le secteur minier là n'est pas conforme. Il faut respecter la loi. Si quelqu'un a un titre pour explorer ou pour exploiter et il ne respecte pas la législation en vigueur, on doit sévir. Force doit rester à la loi. Il y a ensuite l'importation du matériel. Il y a des exonérations qui se font. Et les députés ont identifié que ces exonérations-là constituent quant au fond un manque à gagner pour notre pays.
Pourquoi exonérer de paiement des gens qui ont de l'argent et aller créer des impôts et des taxes pour des gens qui n'en ont pas? Donc à ce niveau aussi, c'est une porte d'entrée. Il y a quelques années encore, la contribution du secteur minier à la mobilisation des ressources fiscales était estimée à 20%. Mais aujourd'hui, la faute de quelques interférences politiques dans le domaine minier, la passation des marchés ne répond plus aux normes en la matière. Il y a de grosses interférences politiques qui font que les marchés sont distribués à d'autres cours plus compétents, qui font que les marchés ne sont pas distribués aux meilleurs. Et que même dans les cas où les meilleurs ont ces marchés, du jour au lendemain, ces marchés peuvent être réalloués à d'autres pour des raisons d'influence politique. Donc le secteur est en train de voir une énorme corruption se développer en son sein et qui contamine d'autres secteurs. C'est extrêmement grave pour notre pays. Il faut organiser une allocation de titres miniers aux nationaux, au secteur privé local, y compris quand il n'est pas à 100% prêt, et lui permettre de s'apprêter. Pas parce qu'on veut le secteur privé local pour le vouloir, parce que c'est par là qu'on va avoir le meilleur bénéfice pour l'ensemble de la nation, pour le développement local, pour le développement de l'emploi local, le développement de la chaîne des valeurs, y compris l'industrialisation. Nous insistons sur le fait que cette politique de champions nationaux n'est pas l'appel à une politique de champions amicaux ou de pions familiaux. Qu'est-ce à dire? Il ne s'agit pas de dire que, puisque Free Africa dit qu'il faut donner les titres miniers, il faut accorder des titres miniers aux nationaux, eh bien, je prends mon cousin et je le lui donne. Ou je prends tel ami qui va me donner une part parce que je suis le représentant de l'État qui décide cela. Si on fait ça, on va avoir des bénéfices moindres que ce qui est obtenu aujourd'hui. C'est pour cela que nous considérons qu'il est extrêmement important que la société civile, qui a été décisive en 2015 pour élargir les bénéfices du secteur, à travers notamment la réforme du 1%. Qu'est-ce à dire? Que grâce à la société civile, dans notre pays, désormais, 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières va dans un fonds de développement local. Vous avez entendu le maire de Houndé indiquer qu'il y a des hôpitaux qui ont été construits, il y a des dispensaires, il y a des équipements médicaux, il y a des routes qui vont être construites à Houndé par là, qu'il y a des puits qui ont été construits à Dori, qui ont été creusés à Dori par là. Et là, on sait que ça peut être beaucoup plus important parce qu'à l'occasion de l'application de ce fonds de développement local, il y a eu un marchandage illégitime et probablement illégal sur lequel nous appelons la société civile à se coaliser pour porter plainte. Contre qui vous pouvez imaginer? Pour savoir clairement pourquoi est-ce qu'on a introduit un tel marchandage dans l'application stricte de la loi. Avec plus d'une dizaine de mines en exploitation industrielle, le Burkina Faso est devenu un pays minier. Mais la contribution de ces mines au produit intérieur brut est tirée vers le bas à cause de la corruption sous différentes formes qui gangrène le secteur minier et impliquant bien souvent le sommet de l'État. La suite de cette édition avec ce triste record que vient d'atteindre le monde à nouveau. Selon un communiqué de l'ONU ce mercredi, le nombre de réfugiés et de déplacés a désormais dépassé la barre des 80 millions à la mi-2020, un record en pleine pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déploré que le monde ait atteint ce sombre tournant et averti que la situation allait s'empirer si les dirigeants du monde n'arrêtent pas la guerre. La communauté internationale ne parvient pas à préserver la paix, a-t-il dit, en soulignant que les déplacements forcés avaient doublé au cours de la dernière décennie. En début d'année, le nombre de personnes qui avaient été forcées de quitter leur pays en raison des persécutions, conflits et violations des droits humains s'élevait à 79,5 millions et ce chiffre a dépassé les 80 millions à la mi-2020 selon ce rapport du HCR. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est un nouveau camouflet pour l'armée nigériane. 10 soldats nigérians ont été tués et un autre a été pris en otage lors d'affrontements avec des djihadistes dans l'état de Borno dans le nord-est du pays, a-t-on appris de sources sécuritaires. Les affrontements ont éclaté lundi alors qu'un groupe de soldats a attaqué un camp de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le district de Damboa. C'était une bataille intense et les terroristes ont aussi subi des pertes, mais ils ont été en mesure de dominer les soldats, a dit une source sécuritaire, ajoutant que les djihadistes se sont emparés de 4 véhicules, dont un camion et un véhicule blindé.
Le village d'Alagarno, à 150 km de la capitale régionale de Maïdjigouri, est le bastion d'Issouap qui a multiplié récemment ses attaques contre les civils, tuant et enlevant des gens sur les autoroutes et pillant des villages pour s'approvisionner en nourriture. Page sport pour terminer cette édition. Le racisme surgit encore dans le monde sportif et particulièrement dans celui du football. Hier mardi, le match de la Ligue des Champions qui a opposé les clubs français Paris Saint-Germain et turc Istanbul Başakşehir a été suspendu à cause de propos racistes tenus par un arbitre. L'UEFA a reporté le match pour aujourd'hui mercredi. Les détails avec Ilias Kabori. Au Parc des Princes ce mardi, pendant qu'on jouait la 14e minute du match qui oppose le PSG au club turc Istanbul Başakşehir, le staff turc s'est levé d'un seul homme pour protester après un tacle appuyé de Kimpembe sur Gulbrandsen. Les esprits se chauffent, le 4e arbitre appelle le juge central et lui demande de sanctionner l'adjoint d'Okam Barak, l'ancien international camerounais Pierre-Achille Webo. Problème, quand l'arbitre lui demande de lui désigner une deuxième fois l'élément perturbateur côté turc, celui-ci aurait répondu à la négrou, au noir, en roumain. Sur ces mots, Achille Webo explose. Very acrimonious, very early. Okam Barak had been cautioned. Et de cette soirée, on ne retiendra aucun but. On ne parlera pas de sport, même si les sportifs en sont bien les héros. Le racisme refait surface dans le football et cette fois-ci par le biais d'un officiel. Après Soule Montari, Romelu Lukaku, Mido, Dani Alves, Thierry Henry, Stéphane Mbia, Mario Balotelli, Kevin Prince Boateng ou Kalidou Koulibaly, c'est au tour de Achille Webo d'être victime de racisme sur un terrain de football. Cette situation fait réagir plusieurs footballeurs internationaux. Stéphane Djibril, merci de réagir à ce qui se passe ce soir. Votre sentiment à la soirée historique qu'on est en train de vivre du côté du Parc des Princes, Djibril? C'est assez fou et révoltant ce qui est en train de se passer. Parce que j'étais en train d'en discuter là. Le 4e arbitre, arrêtez-moi si je suis faux, hein. L'arbitre central se blesse. C'est possible que ce soit lui qui arbitre. Oui, tout à fait. Oui. Ok, donc c'est ce genre d'arbitre-là qui peut être au milieu d'un match et pas siffler une faute parce que c'est arrivé sur un noir. Ça veut dire, Djibril, ce qui vous choque, c'est qu'une personnalité... Qu'un arbitre qui est censé faire régner la loi et le bon déroulement du terrain et des propos comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'arrive même pas à le croire. Et moi, honnêtement, mais il ne faut pas qu'ils reprennent ce match-là. Ainsi, la rencontre entre le PSG et le club turc de Başakşehir a tourné au scandale, provoquant par là le refus général des joueurs et des staffs de reprendre le match. L'UEFA, l'instance dirigeante de la Ligue des Champions, publiera sur les coups de 23h30 un communiqué officiel en même temps que l'annonce du report du match au lendemain, mercredi à 18h55. Et voilà qui met fin à cette édition. Nous disons merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro. Ici, la porte de bonne soirée sur la